Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien et que vous gardez la forme en cette période assez blasante. Aujourd'hui, c'est déjà le 17e épisode du World Tour, la série dans laquelle je vous présente un pays trop peu connu. Lors du dernier épisode en Macédoine du Nord, vous avez voté, enfin 260 personnes ont voté et ont choisi le Tadjikistan. Donc partons tout de suite à la découverte de ce pays d'Asie centrale. Le Tadjikistan, ou République du Tadjikistan, est le plus petit pays d'Asie centrale et il partage des frontières avec la Chine à l'est, l'Afghanistan au sud, l'Ouzbékistan à l'ouest et le Kirghizistan au nord, dont on avait déjà parlé lors du 7e épisode de cette série. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, il possède quelques esclaves, dont la plus grande est visible ici, et elle s'appelle Vorukh, et elle possède 23 000 habitants au sein du Kirghizistan. Le pays est une république, et son président c'est Emomali Rahmon, qui est en place depuis 1992. C'est un ancien pays membre de l'URSS, donc forcément, ceci explique cela. Les langues officielles sont le russe et le tadjik, et la capitale du pays est Dushanbe. Maintenant, c'est le moment où on parle des Tadjiks. Ils sont 8 873 000 dans le pays, et contrairement aux autres pays d'Asie centrale, ils ne font pas partie des peuples turcs, mais des peuples iraniens, vu que les Tadjiks sont considérés comme des persans, et la langue tadjik est aussi une langue iranienne. Mais comme on est en Asie centrale, les peuples sont pas mal éparpillés, 80% de la population est tadjik, tandis que 15% sont des ouzbeks. La grande majorité de la population est musulmane sunnite. Niveau confort de vie, sont pas au max dira-t-on. Le Tadjikistan est le pays le plus pauvre d'Asie centrale, un PIB par habitant à 924 $, un IDH à 0,684, 20% de la population qui gagne moins de 1,25 $ par jour, un tiers de la population qui a moins de 15 ans, enfin bref. Cependant, le pays sort de la tête de l'eau en ce moment, avec plus de 6% de croissance annuelle, un alphabétisme presque à 100% et surtout beaucoup de richesses naturelles et d'export. L'aluminium rapporte beaucoup, vu que la compagnie nationale Talco représente 35% du PIB du pays, et ils exportent aussi du coton et de l'électricité avec de grands barrages hydroélectriques. Sinon, la monnaie du pays c'est le somoni, et un somoni ça vaut environ 7,5 centimes, 20% de la population est connectée à internet et presque 100% de la population a un téléphone portable. Mais dans quel environnement vivent les Tadjiks? Très bonne question. Le Tadjikistan est un peu comme le Kirghizistan, un pays très montagneux. C'est simple, 93% du territoire est couvert par des montagnes et 50% du territoire est au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Le pays est traversé par de grandes chaînes de montagnes, les monts Alay qui passent au centre du pays et le Pamir dans le sud-est du pays. Et comme ce ne sont pas des petites montagnes, le point culminant de ce pays c'est le pic Ismail Samani, ancien pic du communisme, avec 7495 mètres d'altitude, suivi par le pic Abu Ali ibn Sina, ancien pic Lénine, avec 7134 mètres d'altitude. D'ailleurs, la route de Pamir qui traverse cette montagne est prisée par les cyclotouristes, avec des paysages vraiment pas trop mal dira-t-on. Les seuls endroits sans trop de montagnes se trouvent au sud-ouest du pays, ainsi qu'au nord, où l'on trouve la vallée de Fergana, qui est la zone la plus peuplée d'Asie centrale. Forcément, ces hautes montagnes abritent des neiges éternelles et donc des glaciers, dont le plus grand glacier hors des zones polaires, le glacier Fedtchenko, et ses 700 km², c'est en gros la taille de Singapour. Et forcément, quand la neige fond, ça donne des fleuves. Au sud, le Pyandj, le Varch et le Kafir-Nigan se retrouvent pour former le plus grand fleuve d'Asie centrale, l'Amu Darya, qui va se jeter dans la mer d'Aral, enfin ce qu'il en reste aujourd'hui. Et dans la vallée de Fergana, il passe le deuxième plus grand fleuve d'Asie centrale, le Sir Darya, qui se jette aussi dans la mer d'Aral. Le plus grand lac du pays, c'est le lac Karakoul, qui a comme particularité d'être salé, et le deuxième plus grand, c'est le réservoir de Khairkoum, dans la vallée de Fergana, qui est surnommé la mer du Tadjikistan. Le climat du pays est par endroits continental, subtropical, voire même aride à la frontière avec l'Afghanistan, et concernant la biodiversité, elle est protégée surtout dans le Pamir, avec un parc national de 12 260 km², ce qui représente 8% de la superficie du pays. Et sinon, au vu des différents écosystèmes, on retrouve un peu de tout, des ours, des léopards des neiges, des yaks, des aigles, des loups, etc. etc. Bon, le Tadjikistan c'est trop beau, mais alors pourquoi seulement 400 000 personnes visitent le pays chaque année? Je veux dire, c'est presque autant que le nombre de personnes qui visitent la Réunion chaque année. D'ailleurs, coucou à tous les gens qui me regardent depuis les dom-toms. Bon, tout simplement car au sud, il y a l'Afghanistan, qui n'est pas le pays le plus
stable en ce moment, je vous apprends rien. Et comme le Tadjikistan est un pays plutôt pauvre et qu'il est dirigé par le même mec depuis 29 ans, c'est un terreau parfait pour les organisations extrémistes pas très gentilles qui se baladent dans le coin, dont je tairai les noms afin d'éviter toute démonétisation. Des centaines de Tadjiks sont donc partis combattre au Moyen-Orient et le président Emomali Rahmon a dû prendre des mesures strictes contre les musulmans extrémistes. Ou plutôt, enfin, il en a prise contre tous les musulmans en fait, mais ils représentent 95% de la population, donc c'est un peu compliqué. Genre les policiers, ils pouvaient t'arrêter dans la rue et te raser de force au commissariat parce que ta barbe est considérée comme trop longue. Ou encore, il est interdit de porter un hijab noir pour les femmes, seulement des colorés. Puis Rahmon, il profite du contexte pour interdire le parti de la Renaissance islamique par exemple et le qualifier d'organisation dangereuse, alors que le parti est pourtant modéré et surtout que c'est le plus grand parti d'opposition. Donc en gros, les extrémistes s'installent car le pays n'est clairement pas le plus riche. Les mesures prises contre ça fait que les musulmans se sentent encore plus exclus et se tournent donc vers ce genre d'organisation. Et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que selon France Diplomatie, le risque d'attaque extrémiste reste élevé. D'ailleurs, sur la route de Pamir, dont j'ai parlé précédemment avec les cyclotouristes, certains d'entre eux se sont fait percuter et tuer par des membres d'organisations pas très gentilles en 2018. Mais je vous rassure, le pays n'est pas une zone de guerre. Il coopère avec de nombreux pays à l'international et comparé au Turkménistan, ils ne sont pas aussi fermés. Ils font partie de toutes les grandes instances internationales dont la CEI, la communauté des États indépendants, menant à de bonnes relations avec la Russie, mais pas que, vu qu'ils sont aussi potes avec la Chine et avec l'Iran. Passons maintenant aux 5 plus grandes villes du Tadjikistan. À la 5e place, nous avons Istra-Ravchan avec 65 600 habitants, soit une ville comme Neuilly-sur-Seine. À la 4e place, nous avons Koulop avec 106 300 habitants, soit une ville comme Caen. À la 3e place, nous avons Kurgon-Tepa avec 111 800 habitants, soit une ville comme Rouen. À la 2e place, nous avons Rodjent dans la vallée de Fergana qui s'appelait sous l'URSS Leninabad avec 183 600 habitants, soit une ville comme Reims, mais avec une agglomération comprenant plus de 900 000 habitants. Et à la première place, nous avons Dushanbe, la capitale du pays, qui s'appelait durant l'URSS Stalinabad, avec 863 400 habitants, soit une ville comme Marseille, avec une agglomération regroupant plus d'1 million de personnes. Parlons plus en détail de la capitale du pays, Dushanbe. Figurez-vous que la ville existe depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais que c'était qu'un simple village. Et Dushanbe, en tadjik, ça veut dire lundi, car le lundi, c'était le jour du marché à l'époque. Bon, la ville a commencé à devenir importante quand les bolcheviks la récupèrent. Ils la renomment Stalinabad, comme dit précédemment, à partir de 1929, et ce jusqu'en 1961. Et elle devient par la même occasion la capitale de la République socialiste soviétique du Tadjikistan. Puis après, plus grand chose jusqu'aux années 90, et une guerre civile dont on parlera dans la rubrique Histoire, qui touchera bien la ville, la rendant très dangereuse avec des assassinats, des règlements de compte. En 1997, 2 Français sont pris en otage. Enfin bref, en 1998, il était déconseillé de visiter la ville. Sauf que depuis les années 2000, tout s'est calmé et le danger est limité. On retrouve même maintenant des auberges de jeunesse, des bars, des restaurants. Mais bon, ça reste assez léger pour une capitale, c'est pas non plus le nouveau Ibiza, mais ça reste une ville riche comparée au reste du pays et il n'est pas rare d'y croiser quelques grosses berlines allemandes par exemple. Et pour s'y rendre, suffit de prendre l'avion en direction de l'aéroport international de Dushanbe. Pour le reste, il y a énormément de choses à voir et à faire à Dushanbe, comme le musée national du Tadjikistan, le musée national d'antiquité, avec un Bouddha allongé de 13 mètres de long, le palais de l'unité, la deuxième hampe de drapeau la plus haute du monde avec 165 mètres de haut derrière celui de Jeddah en Arabie Saoudite, l'avenue Roudaki, qui est l'artère principale de la ville, la bibliothèque nationale, qui est la plus grande d'Asie centrale, la mosquée Hajib Yacoub, le monument rendant hommage à Ismaïl Ier, dont on parlera dans la rubrique Histoire aussi, ainsi que le parc Roudaki. Passons maintenant à l'histoire du Tadjikistan. Pour résumer simplement, la région sera occupée au fil de l'histoire par de nombreux peuples, dont l'empire d'Alexandre le Grand, comme quoi il y a des liens entre la Macédoine du Nord et le Tadjikistan. Mais l'empire qui marquera le plus cette époque, ce sont les Samanides, du fameux Ismaïl Samani ou Ismaïl Ier, qui a donné son nom à la statue qu'on a vue précédemment, à la plus haute montagne du pays et à la monnaie du pays entre autres. C'est pour les Tadjiks leur première vraie structure étatique, les premiers qui ont développé cette culture
culture persane d'Asie centrale. Les Samanides, eux, régneront jusqu'en 999. En parlant des Russes, ils annexent l'Asie centrale à la fin du 19e siècle, lors de la période du Grand Jeu, qui est le nom de la rivalité coloniale entre les Russes et les Anglais dans la région. Ces derniers ont les Indes et veulent remonter alors que les Russes colonisent l'Asie centrale et veulent avoir accès aux eaux chaudes de l'océan Indien. Et c'est à cause du Grand Jeu que cette petite partie de l'Afghanistan existe. On l'appelle le corridor de Wakhan et il permettait de séparer les empires coloniaux russes et anglais, comme l'Afghanistan était un pays neutre. Puis après, vous vous doutez, tout est absorbé dans l'URSS et avant, le Tadjikistan n'existait même pas. C'était une simple province de l'Ouzbékistan. Mais elle sera finalement créée sous le nom de République socialiste soviétique du Tadjikistan à partir de 1929. Beaucoup de Russes viennent s'y installer, de leur plein gré ou pas, jusqu'à représenter 13% de la population en 1959. Après ça, il y a des émeutes en 1990 à cause du déplacement d'Arméniens à Dushanbe, ce qui crée une poussée nationaliste, donc ils se proclament indépendants et le deviennent le 9 septembre 1991. Et celui qui récupère le pouvoir, c'est Rahmon Nabiyev, l'ancien secrétaire général du Parti communiste. Tiens, comme c'est étrange. Et à partir de 1992, c'est le début de la guerre civile au Tadjikistan. Nabiyev, il est capturé et contraint de partir. Le président du parlement, Emomali Rahmon, récupère le pouvoir. Et en gros, deux camps se tapent dessus. D'un côté, les conservateurs communistes, représentés par Rahmon, et de l'autre, littéralement, tout le reste de l'échiquier politique, que l'on appelle les islamo-démocrates. On retrouve des démocrates, des nationalistes, des séparatistes et des islamistes, dont certains appartenant à des organisations pas forcément recommandables. Et donc maintenant, vous comprenez mieux pourquoi Rahmon, il est pas très gentil avec les gens qu'il considère comme islamistes. Les islamo-démocrates fuient en Afghanistan, où ils installent un gouvernement d'opposition et où ils créeront le mouvement pour la renaissance islamiste, qui a donc été récemment banni. Jusqu'en 1997, les communistes, eux, ils brûlent des villages, ils massacrent des ethnies qu'ils considèrent trop radicales, surtout dans le Pamir, tandis que les démocrates font des attaques sur des militaires, pas forcément la meilleure ambiance quoi. En 1997, un accord de paix est signé alors qu'aucun des deux camps n'a vraiment gagné. Cette guerre civile dont personne ne parle aura tué entre 50 000 et 100 000 personnes et aura causé le départ de 1,2 million d'habitants. Mis à part ça, la partie post-URSS se compose surtout des conflits qui ont lieu en Afghanistan, car c'est leurs voisins, de 1, et de 2, 30% de la population afghane appartient à l'ethnie tadjik. Les Tadjiks mettent donc à disposition des bases aériennes pour les alliés des États-Unis, dont les Français qui ont eu une base aérienne à Dushanbe. Il y a de nouveau des violences entre les mêmes acteurs que précédemment entre 2010 et 2012, et voici où nous en sommes aujourd'hui. Finissons comme toujours par un petit peu de culture. Le Tadjikistan, c'est un savant mélange entre des influences russes, iraniennes et afghanes. Culinairement, leur plat national, c'est le riz pilaf, qu'on retrouve aussi au Moyen-Orient et qu'ils appellent plov. Et pendant l'enregistrement de cette vidéo, je suis tombé sur cette photo de Emomali Rahmon devant un immense chaudron rempli de plov pour vous montrer que c'est vraiment le plat national. Et chaque repas est bien sûr accompagné par du thé. Comme ils ont été influencés plus par les Iraniens, les Tadjiks fêtent le Nowruz, qui est le nouvel an persan. Et ils en profitent pour se retrouver en famille en mangeant du samanou pour le dessert. Le style de musique le plus présent au Tadjikistan, c'est le chash makam, qu'ils partagent avec l'Ouzbékistan. Et figurez-vous qu'ils ont produit de nombreux films lors de l'URSS au sein d'un studio appelé sobrement Tajik Film. Parmi les Tadjiks les plus connus, on retrouve les poètes Mirzo Tursunzoda, Mir Saïd Mishakar et Abu Abdollah Jafar ibn Mohamed Roudaki, les producteurs Davlat Khodoynazarov et Jamshed Usmonov, le chanteur Muboraksho Mirzoshoyev, l'historien Bobojon Gafurov et la danseuse de ballet Malika Sobirova. Pour finir, parlons de sport. Avec de telles montagnes, vous vous doutez que le sport national, c'est le football, comme toujours. Cependant, je vous rassure, le Pamir est connu pour l'escalade, le ski ou le VTT. Les Tadjiks ont également participé aux Jeux mondiaux nomades qui se tiennent au Kirghizistan tous les 2 ans. Ils participent aux Jeux olympiques depuis 1996 et ils n'ont jamais rien... Attendez, on me dit dans l'oreillette que le Tadjikistan a gagné 2 médailles de bronze en judo et en boxe et 1 en argent en lutte. C'est plutôt propre pour un si petit pays. Aux Jeux olympiques de Rio, ils étaient 7 et ils ont gagné 1 médaille d'or. Ouais, je suis plein de surprises, je sais. Et eux aussi sont plein de surprises parce que c'est pas dans un sport obscur qu'on voit que en différé, puisque Dilshod Nazarov a gagné le concours du lancer de marteau. Et évidemment, quand il est rentré au pays, il y avait des images de liesses sans nom et c'est bien normal. Mis à part Dilshod, les sportifs tadjiks ou nés au Tadjikistan les plus connus sont le footballeur Andreas Wolf, qui est allemand mais né à Rogent et qui est passé par Monaco, la gymnaste Nelly Kim,
Team, qui a gagné 12 médailles d'or sous la bannière de l'URSS et qui est la seule avec Nadia Comaneci à avoir obtenu la note parfaite de 10, et malheureusement personne ne la connaît. La tenniswoman Elena Tatarkova, qui est ukrainienne mais née à Douchanbé et qui a gagné 4 tournois WTA en double. Et la volleyeuse Angelina Grün, qui est elle allemande mais née à Douchanbé. Et pour finir avec le foot, le Tadjikistan a gagné un tournoi international en 2006, l'AFC Challenge Cup, qui est le championnat d'Asie des pays émergents, et au classement FIFA, ils sont 120e entre la Guinée-Bissau et la Namibie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour voter pour le prochain épisode du World Tour, rien de plus simple, vous cliquez sur ma chaîne, vous vous abonnez, bon vous n'êtes pas obligé mais en vrai ça régale, vous allez dans l'onglet Communauté, et là vous pouvez voter entre 2 pays d'Océanie pour le prochain épisode, soit les îles Cook, soit les Tonga. Sinon vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, mon Instagram, le serveur Discord de la chaîne et mon compte Twitter, et vous pouvez également passer sur mon Utip. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Put it down.